Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour notre rendez-vous, le grand témoin qui reçoit des personnalités du secteur IT. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Legendre, qui est président de Techninov. Laurent Legendre, bonjour. Alors, bonjour. Je dois dire pour compléter que vous êtes aussi directeur régional chez Airbus Développement. Donc Airbus Développement, alors directeur régional Île-de-France de Airbus Développement. Et Airbus Développement, en fait, c'est une filiale Airbus qui favorise le financement de l'innovation. Voilà, on accompagne le financement de 130 à 150 startups par an au niveau national. Très bien. Alors, on va parler de Techninov, puisque vous en êtes le président. C'est sa 20e édition et l'objectif de ce salon, vous n'allez pas nous refaire l'histoire parce que c'est un peu long, mais plutôt parler de son positionnement le plus récent. L'idée, en gros, c'est de faire rencontrer les grandes entreprises et des startups, de faire, matcher un peu les deux, pour utiliser un mot très français, et de favoriser le développement et l'innovation. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Et puis, nous parler aussi de cette édition de cette année qui se tiendra en mars prochain. Alors, c'est la marque de fabrique de Techninov, c'est justement ce matching, ces rencontres B2B structurées, préprogrammées entre des startups et leurs futurs clients, qui sont les directeurs de l'innovation, des corporates du CAC 40 essentiellement. Et c'est né d'une idée il y a 20 ans de développer les startups du plateau de Saclay, donc ça a été fait par la CCI de l'Essonne. Et puis, l'histoire a fait son chemin. Vivatech s'est créé avec la Startup Nation en France. Et puis, sur le plateau de Saclay, l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay a créé son propre salon Spring Paris-Saclay. Et je me suis dit, quand j'ai pris la présidence, il faut que tu trouves un nouveau positionnement stratégique pour ce salon. Et donc, j'ai entendu Emmanuel Macron annoncer France 2030 en octobre 2021. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut comme positionnement. C'est là où est l'avenir des startups pour les années qui viennent, peut-être jusqu'en 2030, on verra après. Et là, il faut absolument avoir un salon. Et je suis allé voir Bruno Bonnell quand il a été nommé. Je lui ai demandé son accord pour que le salon devienne le Salon de France 2030. Nous avons eu le haut patronage de la présidence de la République, ce qui est une marque de reconnaissance. Et depuis 4 ans maintenant, nous sommes sur cette thématique qui fonctionne bien, avec des villages thématiques sur les thématiques de France 2030. Et cette année, ce sont les 20 ans du salon. Donc, on va développer des choses complémentaires, parce qu'il faut apporter plus de choses pour fêter ces 20 ans aux startups, dans une période qui est un peu compliquée pour les startups actuellement, en particulier pour le financement, et le financement en fonds propres. Je ne parle pas du financement France 2030, qui lui a injecté chaque année une dizaine de milliards d'euros dans le développement de nos startups, ce qui est extraordinaire. Alors pas que des startups, il y a aussi quelques boîtes qui ont récupéré des financements, mais pour les startups, ça a été une manne extraordinaire et une source de relance de leur développement. Alors, on parle d'innovation, mais l'innovation, ça peut couvrir énormément de choses. Est-ce qu'on peut dire que Techninov se concentre sur les aspects à la fois industriels et numériques, ou est-ce que ça va au-delà de ça? Parce que nous, bien sûr... Ça va au-delà de ça. En fait, on a un village numérique, on a des sujets industriels qui viennent avec un village Tech 2030, qui sont les futures filières industrielles que France 2030 veut développer. On a de la green tech, on a de l'agritech, on a en fait toutes ces technologies qui vont changer la société demain, et pour lesquelles les startups ont une capacité à innover de façon agile et apporter aux industries un peu plus historiques, qui sont un peu moins agiles, des nouvelles sources de différenciation qui vont leur apporter leur relais de croissance demain. Et ça, c'est important. Et donc, d'après ce que vous dites, finalement, parce qu'après, on fera un peu le bilan à mi-chemin de France 2030, puisque ça a été annoncé en 2021, on va aller jusqu'en 2030, on est en 2026. Donc, on peut déjà commencer à faire un bilan à mi-étape. Mais d'après ce que vous dites, finalement, le succès le succès ou non de ces startups ne doit pas être mesuré sur le montant des investissements qui sont réalisés, parce que d'après ce que vous dites, finalement, il y a beaucoup d'argent. Donc c'est pas ça le problème.
Alors, le financement des startups, il est divers. Vous avez le financement d'amorçage, où là, il faut développer la technologie, faire la preuve de concept avant de trouver son marché. Ça demande de la subvention et ces financements d'amorçage, en fait, qui sont un peu les financements de France 2030. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est la première étape. La difficulté ensuite, c'est de se financer en fonds propres. J'avais fait un article dans la Tribune il y a un an en alertant sur les difficultés de financement en fonds propres des startups. Un an après, la situation s'est empirée. On a un problème de financement en fonds propres en France, peut-être un peu en Europe, qui est lié au fait que l'épargne en France n'est pas drainée vers le financement des entreprises. Et ça, c'est catastrophique, parce que même une entreprise, alors on est dans la maison du numérique ici, une entreprise comme Mistral AI, qui a levé 1,7 milliard avec ASML, c'est magnifique. Oui, mais enfin, si on compare avec la capitalisation d'OpenAI, oui. Non, puis cette semaine, c'est faible. XAI a levé 20 milliards de dollars. Donc exactement, ça donne exactement, les ordres de grandeur. exactement. On ne combat pas dans la même cour. J'ai une fille qui a fait des études à Berkeley, et j'en ai profité pour faire le tour de la Silicon Valley, quand je suis allé la voir, et j'ai vu la puissance des GAFA aux États-Unis. En fait, ils ont les mêmes ingénieurs que nous. Un Arthur Mensch, il est aussi intelligent que le patron, que le fondateur, qu'un Bill Gates d'une GAFA. Sauf que Bill Gates, quand il a créé, il y a un quart de siècle, Microsoft, il a été financé par des fonds de pension américains qui ont amené une capitalisation énorme qui a permis le succès de l'entreprise. Amazon a été financé de la même façon pendant des années en cash burn. Ça rapportait pas un centime, ça perdait de l'argent pendant des années, mais ça a constitué un géant mondial qui a étouffé toute concurrence. Et maintenant, ça commence à gagner de l'argent. Mais il n'y a plus de concurrence. Donc, nous, on se bat à développer des startups qui ont des technologies prodigieuses, mais qui ont du mal à trouver ces financements pour devenir des acteurs de taille mondiale. Le CAC 40, il évolue pas beaucoup. On a une entreprise qui rentre, une autre qui sort, mais c'est à peu près toujours les mêmes, c'est le même club. Il faut qu'on arrive à faire évoluer ce nombre d'entreprises et qu'on fasse émerger de nouveaux acteurs qui viennent à côté des acteurs historiques avec des capitalisations importantes. Alors, on va essayer maintenant, pour faire un peu ce bilan de la Startup Nation de France 2030 et tout ça, on va essayer de le structurer un petit peu pour avoir votre avis. Je suis parti sur un rapport que vous avez peut-être consulté de l'Institut Thomas More, qui fait un constat plutôt négatif de ce projet France 2030, et qui dit en gros que le bilan de la politique d'Emmanuel Macron, alors je pense que c'est pas politique, hein, c'est plutôt, là on est en termes de projet global, il est à la fois décevant et essentiellement incantatoire. Il dit déclassement international, donc il prend un certain nombre de classements internationaux et il voit que la France n'est pas très bien située, et on parle dans le domaine numérique et industriel. Hein. Souveraineté industrielle et numérique qui reste évidemment à prouver, ce qui n'est pas le cas. Si on prend par exemple dans le domaine du cloud, on a les trois grands qui recouvrent à peu près 80% du marché. Échec de la Startup Nation, 28 licornes, alors que le plan c'est d'en avoir une centaine, même si c'est pas un objectif en soi, une centaine en 2030. Et puis beaucoup de startups qui ne sont pas dans ce qu'on appelle la deep tech, c'est-à-dire en gros dans l'application de technologies ou dans des projets qui sont un peu périphériques par rapport à la technologie réelle. Est-ce que par rapport à ce constat, qui est quand même assez négatif, quel constat vous feriez-vous contre-constat? Je connais pas ce rapport. Mais peu importe, enfin vous avez quelques éléments. J'ai l'impression qu'il regarde le verre à moitié vide. Okay. Alors maintenant, parlons du verre à moitié plein. Alors. Le problème, il n'est pas franco-français, il n'est pas lié à la politique française. Le problème, il est européen. Je connais
un autre rapport qui est le rapport Draghi, oui, qui dit qu'il faut apporter 800 milliards par an au financement de l'innovation pour éviter le déclassement de l'Europe. Là, on ne parle pas du déclassement de la France, c'est le déclassement de l'Europe. Le problème de l'industrie, il est le même en Allemagne qu'en France. On est face à des géants chinois qui viennent nous laminer sur le véhicule électrique. Donc, il y a à trouver une capacité de réaction. La capacité de réaction, ça va être d'aider nos innovateurs qui sont performants, nombreux, qu'on a pas mal, on a permis de développer pas mal de petites choses nouvelles quand même avec des France 2030. Je pense que mettre 10 milliards par an, ça peut pas être négatif et ça produira des effets qui vont pas être aujourd'hui mais demain. Donc juger immédiatement les effets de France 2030. C'est un peu réducteur. On a vraiment, à mon avis, on verra les effets dans quelques années, peut-être en 2030. En tout cas, ce qui a été fait est assez fabuleux. Par contre, il faut maintenant, comme je l'ai dit, du financement en fonds propres. Et ça, c'est peut-être à réfléchir à l'échelle européenne et pas uniquement française. À votre avis, quelles sont les forces et les faiblesses de tout ce dont on est en train de parler? Et est-ce qu'on doit d'emblée, parce que là, finalement, on parle de France 2030, par définition, c'est franco-français. Est-ce que d'emblée, on n'aurait pas dû se placer au niveau européen? C'est-à-dire, en gros, travailler avec quelques partenaires, pas toute l'Europe, parce que 27 pays, ça fait beaucoup, mais quelques partenaires. Il y a eu le sommet franco-allemand récemment, où on a commencé à construire des choses. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu, finalement, se consolider à quelques pays, puis après consolider un projet Europe 2030 plutôt que chacun lancer dans son... Tout ça va se construire filière par filière, et c'est pas uniquement les acteurs politiques qui vont jouer ça viendra aussi des acteurs économiques privés. Moi, je suis issu d'une société qui s'appelle Airbus. Airbus, quand j'étais embauché, ça s'appelait Aérospatial, c'était franco-français. Ça s'est développé, ça a fait des démonstrateurs qui marchaient pas mal, ça a fini par trouver son marché, et il y a une consolidation à l'échelle européenne qui s'est faite ensuite par étapes, et maintenant c'est un champion mondial. On peut jouer ce modèle, alors vous entendez parler de l'Airbus des batteries, le modèle industriel parle à beaucoup de monde, et il faut le dupliquer, et ça se fera par des consolidations, par des associations entre des startups, des grands groupes, et il y aura un développement qui prendra du temps, mais qui ira d'autant plus vite qu'il sera financé massivement. Mais vous pensez que ce modèle, parce qu'en fait on utilise Airbus est un succès, et donc on utilise le mot Airbus comme synonyme de succès, et donc on dit un Airbus européen. Donc, mais est-ce que vous pensez que ce modèle-là, qui était un modèle sur un domaine spécifique, la construction des avions, qui est quand même très particulier, est-ce que ça peut s'appliquer au numérique, qui a son fonctionnement propre et qui est quand même assez différent? Si vous prenez par exemple le cas de OpenAI, c'est pas du tout... on voit pas très bien comment on peut décliner le modèle Airbus pour faire OpenAI. Alors... le numérique, c'est un peu différent parce que c'est pas capitalistique. L'industrie, c'est capitalistique. Jusqu'à présent, parce que pour l'intelligence artificielle, après, il faut faire des data centers. Ça, c'est autre chose. Oui. Et OVH a pas la puissance de data center, de boîtes de data center produits par les GAFA. Je pense que il y a à réfléchir à des modèles, sélectionner des champions et les accompagner. Un OVH pourrait devenir, avec des financements beaucoup plus massifs, un champion des data centers, plutôt que de laisser des data centers américains se construire sur le territoire européen. On pourrait très bien développer les nôtres. Mais alors c'est pas mon domaine, je suis pas un spécialiste du numérique, mais
s'il y a une volonté forte, y compris politique, parce qu'il faut mettre les infrastructures sur les territoires, pourquoi pas? Vous avez parlé tout à l'heure, je fais le lien avec Techninov, de villages technologiques. Oui, on va revenir à Techninov. Quels sont les grands thèmes qui seront présentés à ce salon? Alors, en fait, on est sur les 10 thématiques de France 2030. Donc là, on parle du numérique, on a un village sur le numérique qui est assez important sur le salon. Et donc qui englobe tout le numérique. Qui englobe le numérique, où on est en train d'essayer de rajouter des stands de corporate, mais qu'on veut un peu visibles, parce que c'est important aussi d'associer les corporates aux startups au sein des villages. Et on est sur les autres... alors, on n'a pas les 10 villages de France 2030, mais on a une voiture balai qu'on appelle Tech 2030, oui, qui intègre toutes les thématiques de 2030. On n'a pas assez d'acteurs pour faire un village. Donc, on les regroupe dans un village commun. Et ça fonctionne bien depuis 2022. Le modèle est reproduit chaque année. Et ça fait la force de Techninov, avec... la première force de Techninov, qui est l'organisation de ces rendez-vous B2B. Un mois avant, tous les participants ont accès à la liste de tout le monde, demandent leur rendez-vous, il y a un double volontariat, et on organise des rendez-vous avec des agendas structurés, qui sont connus à l'avance. On a une dizaine de rendez-vous dans la journée, il y a quelques trous parce qu'on n'arrive pas à remplir tout, mais pendant les trous, on va sur les stands d'un corporate qu'on a repéré et avec qui on voudrait discuter, et on rajoute et un participant repart avec une quinzaine de rendez-vous réalisés dans la journée. Et alors, dans ce village numérique, est-ce qu'il y a des sous-thèmes qui sont particulièrement mis en avant? Je pense à, je sais pas moi, l'intelligence artificielle, le quantique, oui, alors la cybersécurité. Alors cette année, je ne peux pas spoiler l'information parce qu'elle n'est pas encore sécurisée, mais on va avoir un petit truc sur l'IA. Voilà, je ne peux pas vous dire quoi, mais... Ça paraissait difficile de l'éviter, non? Vous pensez pas? Non, et je cherche à avoir quelque chose aussi sur la robotique. J'ai vu hier soir un reportage sur le CES. Il y a des robots humanoïdes qui font des choses très avancées, y compris pour de la production industrielle. On a aussi quelques champions en France. On va essayer d'avoir des démonstrateurs pour montrer, un peu comme fait Vivatech d'ailleurs, des démonstrateurs qui mettent en valeur et qui concrétisent en fait les innovations de nos startups. Mais c'est essentiellement des acteurs français qui sont présents à Techninov, c'est-à-dire que à la fois du côté des grandes entreprises ou du côté des startups, où vous accueillez des acteurs étrangers. En fait, on n'est pas sur le positionnement de Vivatech. Oui. La concurrence serait idiote. On est sur France 2030, donc on va essayer de mettre en avant des démonstrateurs avec des startups qui ont été financées par France 2030 et faire un retour. Mais là, il faut qu'on discute avec le SGPI pour choisir les boîtes qui pourraient montrer les progrès réalisés avec les dizaines de milliards qui ont été injectés ces dernières années. Et on ne s'interdit pas la présence, on a déjà eu des présences, mais c'est à la marge. On a quelques boîtes étrangères qui peuvent venir, européennes essentiellement. On a eu une délégation japonaise une année, mais c'est anecdotique, c'est pas le cœur du salon. Ouais. Alors, donc vous avez évoqué le manque de financement en fonds propres des entreprises, alors que finalement, on le sait, hein, l'épargne européenne française et européenne, elle est massive. Le problème, c'est qu'elle est pas ciblée vers là où il faudrait. Et il y en a une partie qui malheureusement va aux États-Unis, ce qui est un peu dommage. Mais bon, évidemment, comme les rendements là-bas sont plus élevés, la tendance elle est là-bas. Donc, si on arrivait à flécher ça de manière plus efficace, on aurait réglé une partie du problème. Oui, c'est clair. Une autre question, c'est est-ce que vous pensez qu'en termes de formation, l'appareil éducatif français, donc secondaire mais surtout supérieur,
est suffisamment à même de répondre, je dirais, aux défis qui sont posés par les différents secteurs, et encore une fois, en particulier le secteur numérique qui nous intéresse en priorité. Bon, on a d'excellentes écoles qui sont dans les classements mondiaux à bon niveau. Le niveau moyen de la formation française est peut-être un peu bas, y compris sur le plan financier. C'est peut-être pour ça que l'épargne n'est pas bien orientée, pour reprendre votre point. Mais sur tout ce qui est technologique, nous avons d'excellentes écoles avec des gens qui... Les technologies développées par Arthur Mensch, elles n'ont rien à envier avec celles d'OpenAI. Alors, si on avait un peu plus de financement dans nos entreprises pour mieux payer nos ingénieurs, on éviterait peut-être la fuite des cerveaux vers des boîtes américaines, par exemple. Ça, c'est un point important. Peut-être qu'il faut avoir un peu plus de rétention de nos champions nationaux. Et puis orienter la formation, parce que il y a le numérique, mais il y a aussi toute l'industrie. Et dans l'industrie, recruter, c'est compliqué. Chez Airbus, on a dû créer nos propres lycées Airbus pour former des gens qui viennent en production assembler nos avions. Donc c'est sur toute la chaîne qu'il faut recruter. Alors, moi je suis un optimiste de nature. Je pense que si on redonne les bonnes orientations, on a tout l'outil qui permet de se retrouver dans la bonne position. Juste 2 mots sur Airbus Développement. Vous faisiez référence à son activité en disant que vous participiez au financement de 120 à 150 startups par an. Oui. Dans quel domaine principalement ? Alors, évidemment, on a un tropisme pour le domaine aéronautique, défense, spatial. Le contraire serait un peu surprenant, non ? Voilà. Alors, est-ce que le numérique... pour une première raison qui n'est pas une raison égoïste, qui est une raison que c'est ce qu'on sait le mieux faire. D'accord. Donc on va pouvoir, quand on va faire une convention de financement à une start-up, on va pouvoir l'aider à trouver la bonne personne au sein de la galaxie Airbus qui va être intéressée par sa technologie pour pouvoir discuter avec elle. Donc ça c'est important. Après, on a aussi des réseaux beaucoup plus larges à l'extérieur du groupe et on va pouvoir accompagner des boîtes dans d'autres filières, celle de France 2030 par exemple, pour développer des projets territoriaux autour des sites Airbus, puisqu'on a un engagement sociétal avec les responsables politiques locaux de contribuer à un développement équilibré du tissu industriel autour de nous. Quand il y a un problème comme le Covid, par exemple, en 2020, je peux vous assurer qu'autour de certains sites, la réduction d'activité aéronautique, alors chez Airbus on l'a géré, mais dans la chaîne de sous-traitance, ça a été un gros problème pour les territoires. Et il n'y avait pas forcément le tissu industriel pour récupérer les gens, parce que tout le monde était touché par le Covid. Donc ça a été compliqué parfois. Et donc, par nature, Airbus est une entreprise européenne. Donc, est-ce que ça se décline sur Airbus Développement, c'est-à-dire qu'il rayonne au niveau européen également ? Alors, Airbus Développement a été créé à l'époque d'Aérospatiale. Ça s'appelait Aérospatial Développement ? Voilà, ça s'appelait Aérospatial Développement, exactement. On a une implantation nationale. On a fait quelques dossiers en Allemagne, en Espagne. Donc c'est plutôt centré sur la France. Voilà, en fait, nos capitaux sont liés à une filiale française et ne peuvent pas être utilisés dans les autres pays. Donc il faudrait créer des structures miroirs pour le faire. Pour conclure un peu cet échange, donc vous avez mentionné le Draghi, il y avait le rapport l'État aussi. Oui. Donc en gros, il y a les éléments qui sont là, il faudrait les utiliser. Une question un peu abrupte, est-ce qu'à votre avis, sur tous ces sujets, et en particulier, je reviens toujours sur le numérique, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse en particulier, est-ce que vous diriez que la
face à nos grands concurrents étrangers, évidemment, principalement la Chine et les États-Unis, ou je devrais peut-être dire les États-Unis et la Chine, est-ce que vous pensez que la partie est jouée ou on a encore notre mot à dire? Moi, je pense qu'on a encore notre mot à dire. Après, si on veut continuer à rivaliser au niveau mondial, il faut s'en donner les moyens. C'est-à-dire qu'il faut créer des champions européens et les aider à se structurer en facilitant leur développement. Là, c'est plutôt la dimension politique qui doit être invoquée, parce que finalement, l'épargne, on l'a, donc le financement, on l'a, la formation, elle est assez bonne, donc c'est une volonté politique, à votre avis? Oui, bien sûr, oui. C'est le rapport Draghi, hein, et il est orienté vers les États de l'Europe et il leur dit ce qu'il faut faire pour continuer à développer l'Europe. Mais je pense que c'est faisable. Et Draghi le dit, c'est un problème de financement, quoi, et un problème massif. 800 milliards par an, c'est lourd. Si on répartit sur les principaux pays européens, c'est presque un financement de France 2030 chaque année. Donc il faut aller 5 fois plus vite que ce qu'il dit. Et malheureusement, nos États n'ont plus de capacité d'endettement. Donc ce sera difficile à faire avec de la dette. Donc comme vous l'avez dit, il faut aller trouver d'autres solutions, avoir recours à l'épargne, parce que là, il y a encore des capacités. C'est un projet sociétal. Et on verra si ça rentre dans le débat de 2027. Ok, écoutez, merci pour cet entretien. Juste un point, puisqu'on n'a pas assez parlé de Techinov. Oui. Donc je voudrais rajouter un point. Donc inviter tous les gens qui vont voir cette émission à venir le 24 mars au Parc Floral de Vincennes. C'est toute la journée. Donc on sera sur le modèle que j'ai présenté tout à l'heure. Et puis, il y a 2 innovations. On va rajouter un événement sur l'investissement qui va s'appeler GoInvest, qui va être inséré à l'intérieur de Techinov, qui va permettre aux startups qui viennent de rencontrer des investisseurs, parce que c'est vraiment la problématique du moment. Et puis un deuxième événement qu'on va appeler Open Innov, qui lui va permettre aux startups d'écouter des reverse pitch faits par des responsables de l'innovation de corporate. Parce que c'est important de comprendre les besoins de son futur client si on veut développer une technologie qui réponde à ses besoins. Qu'est-ce que vous appelez des reverse pitch? Alors le reverse pitch, le pitch, c'est ce que fait une startup. Reverse pitch. Voilà. D'accord. Donc en gros, c'est pas la startup. C'est pas la startup qui pitch, c'est le corporate. Et qui pitch sur quoi, en gros, sur ce qu'elle aimerait pouvoir développer? Qui explique ses besoins de développement technologique, ce sur quoi il est ouvert à travailler en open innovation, et qui permet de donner la voie à des projets communs avec les startups. Donc en gros, c'est pour donner des idées aux startups, enfin à des projets de startups de se lancer dans différents domaines de développement finalement. Exactement. Très bien. Et donc rendez-vous en mars prochain au Parc Floral pour Techninov. Voilà, mais c'est demain, le 24 mars. C'est sûr. C'est demain. Très bien. Écoutez, Laurent Legendre, merci beaucoup. Merci à vous.